Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode des Rendez-vous Biblio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Roxane Bouchard, une écrivaine avec plusieurs livres à son actif, mais aussi une professeure de littérature au Cégep régional de la Naudière à Joliette. Elle a reçu plusieurs prix pour ses contributions littéraires et durant la prochaine heure, on va en explorer quelques-unes. Roxane, bienvenue à l'émission. Merci. Bonjour Nadine. Bonjour. Avant de plonger dans l'univers littéraire, parlons un peu de votre parcours professionnel. Vous avez un bac en littérature française de l'Université de Montréal, une maîtrise en arts et lettres de l'UQAM et un certificat en histoire et histoire de l'art. C'est quand même tout un CV. Oui, bien, en fait, le certificat, je vais l'avouer publiquement, là, je ne suis pas allée chercher le papier, mais j'ai fait les cours. Là. Mais ça compte quand même. Donc, il semblerait, selon vos études, que vous n'avez jamais vraiment eu de doute par rapport à votre trajectoire professionnelle. Non, en fait, je savais, j'ai toujours su que je voulais être professeur, parce que ma mère était prof quand j'étais enfant. Elle enseignait au primaire. Puis j'avais une fascination pour ça parce que ma mère, elle ramenait ses livres d'école à la maison, puis elle nous faisait, à moi et à mes frères, des lectures extraordinaires avec des voix de personnages. Puis elle avait comme un don pour amener l'intrigue. Puis quand elle était rendue au cœur de l'intrigue, elle disait « Ah, je m'excuse, il faut que j'aille faire à souper. Puis là, elle nous laissait le livre-là, puis elle partait. Puis elle a suscité comme ça en moi le goût de la lecture. Puis je me disais, quand je vais être vieille, moi, c'est ça que je vais faire, je vais enseigner les livres. Fait que je suis partie avec cette idée-là de vouloir enseigner les livres. Puis quand je suis arrivée au cégep, j'ai fait, bien, c'est ici, dans le fond, que j'ai envie d'enseigner la littérature. Et après ça, je suis devenue prof au cégep à Joliette. J'avais 22 ans quand j'ai commencé à enseigner au cégep. Puis j'ai fait jeune, ça, 22 ans? Ben oui, mais je suis arrivée, il changeait le programme à ce moment-là, puis il y avait besoin de nouveaux enseignants. Je me souviens, j'ai fait mon entrevue le 14 février, comme une histoire d'amour avec le cégep. Alors, j'ai été engagée à la Saint-Valentin pour septembre suivant. Et après, j'ai toujours enseigné à temps plein. J'ai fait ma maîtrise, donc, et mes autres cours en enseignant. Wow. C'est ça que je voulais faire. Je pensais jamais que j'étais pour être écrivain. C'est vraiment le hasard qui m'a emmenée à écrire. Le hasard? Comment ça? Oui, mais le hasard dans le sens que j'avais eu des correspondants quand j'étais enfant, à partir de l'âge de 12 ans, j'avais rencontré, tu sais, le petit voisin français qui vient, tu sais, qui vient chez au chalet à côté de chez vous. Et là, il repart en France, puis tu commences une correspondance. Puis après ça, à 18 ans, j'avais rencontré un Belge qui était en voyage à Baie-Saint-Paul, par hasard, dans une auberge de jeunesse. Et là, il est reparti, puis on a commencé à s'écrire. Donc, j'ai eu des correspondant pendant longtemps. Et ce Belge-là, notamment Xavier, c'est un dramaturge en Belgique. Il m'envoyait des récits fleuves, des voyages qu'il faisait. Il partait, lui, mettons, 6 mois en Afrique du Sud. Et là, il me racontait des récits extraordinaires. Ça, c'était écrit petit. J'en avais pour 32 pages. Puis là, je recevais ça par le courrier. Je trouvais ça merveilleux. Puis moi, ben, j'habitais à Saint-Paul de Joliette. J'allais à l'école. Puis il me disait, qu'est-ce que je peux bien y raconter? Et là, sans m'en apercevoir, en fait, je suis devenue écrivain à cause de ces gens-là, à force de me dire, il faut que je trouve des récits à leur raconter, aux Français, aux Belges. Après ça, d'autres correspondants se sont ajoutés à ça. Mais j'ai eu envie comme de travailler mon crayon pour eux autres. Et en enseignant, ben, j'ai continué à leur écrire. Puis à un moment donné, ben, mon correspondant belge m'a mise au défi d'écrire un premier livre. Et c'est pour lui que j'ai écrit mon premier roman. Est-ce qu'il est dédié à lui aussi? Non, il n'est pas dédié à lui. J'aurais pu, cependant. Ouais. Mais puis comme j'avais jamais rien fait d'autre que de la correspondance, mon premier roman, c'était d'une suite de lettres qu'une fille envoyait à un gars. Puis on n'avait jamais les réponses. Fait qu'on ne sait pas si elle imaginait les réponses ou si les réponses étaient perdues. Et à un moment donné, je me disais, ah, c'est bizarre parce qu'il y a du dialogue dedans. Alors, c'est devenu un journal intime. Et à un moment, ben, à force de travailler ça, c'est devenu Whisky et Parabole, mon premier manuscrit. Là, j'ai envoyé à lui ce manuscrit-là, puis j'ai dit, ben toi, Xavier, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a envoyé des commentaires. J'ai retravaillé ça un peu. Puis j'ai mis ça, moi, j'appelle ça les éditions du tiroir, là. Tu sais, le deuxième tiroir à gauche dans mon bureau. J'ai mis ça là en me disant, OK, ben je l'ai fait, c'est tout. Puis j'ai continué à enseigner. Puis à un moment, j'ai eu une grande peine d'amour. Je me suis séparée dans ma vie et quand je me suis séparée, ben j'étais larmoyante, n'est-ce pas? Puis il y a un de mes amis qui me parlait au téléphone, puis il me dit t'avais pas écrit un roman? Lui, c'était comme pour me remonter le moral, tu sais. C'est un beau projet, ça. Il dit, tu devrais l'essayer au prix Robert Clich, qui est un prix remis sur manuscrit. Donc, on envoie le manuscrit, on gagne la publication.
une bourse. Aujourd'hui, je pense que la bourse est 10 000 $. À l'époque, elle était 5 000 $, ce qui est quand même... Ben oui, c'est quand même quelque chose. C'est quand même le fun à recevoir. Et donc, c'est sous les insistances de mon ami qui... Bon, j'étais au téléphone, je m'en souviens, je l'entendais virer les pages du journal, me donner l'adresse, puis il dit « Dépêche-toi, tu as jusqu'à demain minuit pour envoyer le manuscrit. » Alors, j'ai envoyé mon premier manuscrit. Et c'est comme ça, le manuscrit a été publié, donc a gagné le prix Robert Clich, a été publié. C'est comme ça que je suis entrée dans l'univers de la publication. Il a aussi gagné le Grand Prix de la relève littérature Archambault en 2007 et a été finaliste au prix Anne Hébert du Salon du livre de Paris en 2007 aussi. Donc, c'est une belle destinée pour un manuscrit qui était dans le deuxième tiroir. Un manuscrit du tiroir. Parlons-en un peu de ce roman-là, votre premier roman, Whisky et Paraboles, publié en 2005. C'est en quelque sorte le journal intime d'Élie, une jeune femme qui semble blasée, voire même peut-être tourmentée. Oui. Et elle décide de quitter son chez-soi pour aller s'installer dans les bois afin de se retrouver. Oui. D'où vous est venue cette prémisse? Aïe, 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 bonne question. Mais peut-être que, moi, je pense que l'écriture, là, tout ce qui est création, c'est un mélange de travail et de trucs qu'on traîne dans notre inconscient. Quand j'étais jeune, nous autres, mes parents, ils ont tout le temps eu des chalets. Ils louaient des chalets, ils ont acheté des chalets. Donc, pour moi, les vacances, le repos, le calme, ça se trouve dans un chalet à la campagne. Puis, je pense, là, vous me posez cette question-là, je me dis, c'est peut-être ça le point de départ, c'est-à-dire que c'est une femme tourmentée à qui il vient d'arriver un drame et elle s'enfuit. Où est-ce qu'elle va se retrouver pour se calmer les nerfs, pour calmer toutes ses émotions, son désarroi? Bien, ça va être dans un chalet. Puis dans ma tête, l'image que j'ai, c'est un chalet sur le bord d'un lac dans Lanaudière. Et c'est drôle parce que au début, je fais comme une carte routière, la fille, elle s'en va, puis on suit les routes, puis à un moment donné, bien, les noms de routes disparaissent, puis je fais, bon, ben elle arrive là. Puis il y a quelqu'un je me souviens, qui s'était fâché contre moi, un lecteur dans un club de lecture, j'étais allée, et le monsieur a dit, ça commence comme un roman réaliste, moi, j'ai sorti ma carte du Québec, je vous ai suivi, et à un moment, on ne sait plus où vous êtes rendu, puis là, il était fâché. Ça a été comme ma première rencontre avec la fiction. C'est-à-dire, on passe de quelque chose de réel qu'on a en soi ou qu'on a vu, et puis tout à coup, ça devient de la fiction. Oui. Mais c'est ça. Donc, je pense qu'il y avait comme un désir de réconfort dans un... D'ailleurs, je pense que dans tous mes romans, il y a ça, des petits villages, des coins cachés, des parts de pudeur ou d'intimité. Oui. Et puis, comment est-ce que vous avez développé le personnage d'Élie? Le personnage d'Élie, bien, tout cet univers-là, à cette époque, tantôt, je vous disais que j'avais subi une peine d'amour. Je ne sais pas si je l'ai subi ou provoqué. En tout cas, bref, j'ai eu une peine d'amour. Et le livre, donc, est paru après ma séparation, mais tout le livre a été écrit pendant que j'étais en couple avec un musicien. Un gars qui était dans La bottine souriante et Les charbonniers de l'enfer, Michel Bordelot. Ça ne me dérange pas de le nommer parce que je l'aime encore tellement. Mais pendant plusieurs années, on était en couple ensemble et j'ai sillonné le Québec en écoutant leur musique. Et donc, je me suis promenée de village en village. Et lui m'a appris aussi ce qu'était le folklore, donc de la musique de petits villages qui racontait des histoires de villages. Et je pense que ça m'a beaucoup influencée pour définir le personnage d'Élie qui vit son tourment, sa tristesse, sa douleur, mais aussi tous les autres personnages qui sont un peu musiciens ou beaucoup musiciens. Il y a le personnage d'André qui joue du violon, qui pour moi est inspiré d'André Brunet qui jouait du violon dans La bottine souriante. Et il y a le personnage de Richard qui est aussi un musicien. Donc tout cet univers-là qui est très... dans ma tête, qui est très musicale. Pour moi, la langue québécoise, elle est très musicale. Je pense que vient de cette expérience-là. Donc, est-ce que c'est en quelque sorte une petite projection de vous-même? Bien, je pense tout le temps, il y a un de mes directeurs littéraires, Jean-Yves Soucy, disait que, tu sais, il y a des gens qui disent, on se retrouve dans un personnage. Jean-Yves disait, on se retrouve dans tous les personnages. Puis, je pense que... dans ma tête, un personnage qui est humoristique, bien, il va avoir de mon humour. L'autre qui est plus tendre va avoir de ma tendresse. Donc, je pense que je me distille. Oui. Je pense que tous les écrivains font ça, là, qui distillent leurs doutes et que c'est une façon de sublimer le réel. Là, oui. J'aimerais terminer notre discussion sur Whisky et Paraboles avec un court passage du livre qui a retenu mon attention et qui va donner un avant-goût à nos écouteurs du livre.
Il est écrit que quand on comprend ce qu'on poursuit, on peut toujours tâter le terrain et avancer. Quand on sait seulement ce qu'on ne souhaite pas déterrer, ce qu'on tente de garder enfoui, on a peur d'y aller, même à tâtons, parce qu'on craint de tomber sur ça dont on ne veut surtout pas. C'était quoi le ça de Élie? Le ça de Élie, c'est... je pense que c'est sa culpabilité face à quelque chose qui s'est passé et qu'elle ne s'est pas pardonné. Et d'ailleurs, je me souviens qu'à ce moment-là, là, je tripais beaucoup. Le premier roman, c'est le roman de toutes les expérimentations littéraires. Tout ce que tu as envie de faire, là, c'est le moment de le faire. Et j'avais envie, elle, au fond, il y a quelque chose qu'elle ne s'est pas pardonné et qu'elle n'ose pas nommer. Et donc, à plusieurs moments dans le roman, je mets des phrases qui ne sont pas terminées. Elle commence à parler et là, je ne termine pas la phrase. Et pour moi, c'était une représentation du silence ou du ça qu'elle doit apprendre à nommer et à verbaliser. Puis à ce moment-là, elle pourra compléter ses phrases et compléter son aventure. Ensuite, Whisky et Parabole a été publié en 2005. C'est 2 ans plus tard que votre deuxième roman, La Gifle, qu'on a ici d'ailleurs, a été publié. Ce roman parle de la première gifle qui aurait été administrée au Québec. C'est ça? Oui, madame. Parlons-en plus. Bien, en fait, c'est un peu drôle parce que j'étais en train, j'avais publié Whisky et Parabole. J'ai commencé à faire des recherches pour un autre roman, mais j'étais très au ralenti là-dessus parce que, comme je vous disais, j'avais pas l'idée de faire une carrière littéraire. Donc, je prenais des notes à gauche, à droite sur des histoires que j'écrivais en Gaspésie. J'avais une correspondance aussi, je continuais mes correspondances. Et je me souviens qu'un 3 janvier, il a été publié en 2007, j'imagine que c'est le 3 janvier 2007, il y a Michel Vézina qui m'a appelé à la maison. Il était à ce moment-là, il travaillait pour les 400 coups. Puis avec les 400 coups, il voulait partir une nouvelle collection qui s'appelait Les coups de tête. Puis il dit, pour les coups de tête, il me dit, ce que j'aimerais, c'est des petits romans coups de poing, des romans de gare avec pas beaucoup de descriptions, mais beaucoup de dialogues. Des romans qu'on se pose pas trop de questions, mais on avance dans un rythme effréné. Et il dit, si ça te tente de participer, j'aimerais ça. Je lance la collection au mois de mai, on était en janvier. Il dit, est-ce que ça te tente de faire partie du trio de lancement? Puis là, je fais, ben oui, OK, peut-être, je sais pas. Est-ce que je suis capable d'écrire un roman? Il faut savoir que s'il est publié en mai, ben avec l'impression, l'infographie, les corrections, tout ça, ben j'avais au fond 2 mois pour écrire le roman. Donc, il fallait que je dépose le manuscrit au début du mois de mars. Là, j'ai dit, OK, donne-moi 10 jours. Mais je dis, moi, je suis une fille, fait que je pourrais pas te faire un coup de poing. Tu sais, je te ferais plutôt une gifle. Puis là, je dis ça en blague au téléphone. Puis il fait, ben oui, fais-moi donc ça, une gifle, là, mais écris-le en 2 mois. Et donc, je raccroche et moi, je travaille sur de grands cartons. Fait que j'écris au centre du carton la gifle. Puis là, je fais, mais pourquoi je ne partirais pas de cette idée-là? Et là, j'ai commencé à faire, mais ça vient d'où, ça, la gifle? Alors là, j'ai voulu faire, OK, on remonte dans les gifles. Il y a les baffes célèbres de Obélix, par exemple. Alors là, j'ai voulu faire l'historique de la gifle. Je fais, OK, ça serait l'histoire de la première gifle qui est arrivée au Québec. Et là, après ça, j'ai continué. Je me suis dit, OK, mais là, je ne peux pas me contenter de l'histoire de la gifle. Ça prendrait comme la théorie de la gifle. Comment on donne une gifle? À qui? Dans quelles circonstances? La gifle se donne pas de... Tu sais, ça ne peut pas se donner d'un homme à une femme, c'est de la violence conjugale. Et donc, ça ne peut pas se donner non plus à un enfant, c'est de la brutalité. Alors là, ça pourrait être entre 2 femmes. Là, pas entre 2 femmes, pardon, ça serait de la violence comme des batailles dans le jello, j'aimerais pas bien ça. Mais plutôt une femme vers un homme. Et donc, que fait l'homme pour mériter une gifle? On le sait tout. Mais là, après ça, on peut dire, OK, à qui il fait? Est-ce qu'il le fait à sa blonde? Est-ce qu'il le fait à sa maîtresse? Est-ce qu'il le fait à sa mère? Est-ce qu'il fait... À qui il fait quelque chose de pas correct? Et comment se mérite-t-il la gifle? Après ça, il y a comme une posture de giflante. Là, il y a des giflantes naturelles, des giflantes, il y en a qui sont plus acquises. Là, je me disais, est-ce qu'on gifle avec l'intérieur, la paume de la main ou le revers de la main? Ma théorie, c'est que ça vient avec le gabarit de la personne. Si la personne est très, très, très maigrelette, les os ici, ça peut laisser une jolie marque. Bref, il y avait comme tout ça. Fait que je me suis dit, je vais faire toute la théorie de la gifle. Et en parallèle, à l'intérieur de ça, je vais faire l'histoire de François Levasseur, qui est un gars qui, comment pourrait-on dire, qui a une joue réceptive. Alors là, on se demande, en fait, l'intrigue, c'est de savoir qui va donner, dans quelles circonstances et de quelle manière la gifle
au gars qui l'a mérité. Oui. Puis c'était un roman que je voulais volontairement humoristique et je me suis beaucoup amusée à le faire, ce qui fait que finalement, j'ai réussi à le faire en 2 mois. Puis c'est un roman qui est humoristique, mais baveux, là. Puis après ça, ben, il a été publié au Coup de tête. Les éditions Coup de tête, je crois, sont disparues maintenant. Et il a été repris par mon éditeur chez VLB. Donc, il a été repris par Typo. Puis je pense qu'ils ont ajouté la gif et en dessous, ils ont marqué mode d'emploi. C'est clair! C'est un roman qui a reçu aussi un prix de la relève culturelle Grand Prix des Jardins de la Naudière. Oui. Ça vous fait quoi de savoir que vos 2 premiers romans, les 2 premiers, ont reçu des prix? Mais on ne s'habitue pas au prix. Je dois avouer que moi, comme je disais tantôt, je pensais pas devenir auteur. Mais ça, quand même, quand on reçoit des prix, quand on reçoit des bonnes critiques, moi, je suis toujours étonnée de ça. À chaque fois que je reçois une critique, je fais « Ah, oui, ils ont aimé ça. C'est bizarre, j'ai écrit ça chez nous. » Il y a comme quelque chose qui part d'une intimité qui s'en va au public. Je dirais pas que c'est mal assumé, parce que si je publie, c'est correct. Je veux être lu. Sauf que c'est tellement dans ma bulle que quand l'autre, il part avec le livre, c'est pas comme un acteur, par exemple, qui peut se voir à la télévision. Moi, je vois pas le lecteur en train de me lire. Et donc, quand je reçois un commentaire positif, quand je reçois une critique ou un prix qui est positif, là, je fais « Ah, oui! » je le reçois comme une chance. C'est sûr qu'il y avait aussi quelque chose comme un coup de pouce. C'est toujours un coup de pouce. C'est comme se faire dire « Ben oui, c'est ton projet, il vaut la peine. » C'est une forme de validation que c'est vraiment votre chemin. Mais oui, vous avez les bons mots, merci. Oui, vraiment de la validation. J'aimerais qu'on parle maintenant de En terrain miné, qui est juste ici aussi. Les circonstances qui ont donné naissance à cet ouvrage sont vraiment intéressantes. En 2004, vous recevez une lettre, un courriel d'un soldat qui est en mission en Afghanistan, qui tient à exprimer à quel point la musique des charbonniers de l'enfer lui faisait du bien durant sa mission. Et c'est vous qui vous chargiez des correspondances du groupe et vous lui répondez poliment, vous le remerciez, mais en prenant aussi la peine d'exprimer que pour votre part et celle des charbonniers de l'enfer aussi, vous êtes antimilitariste. Et à partir de là, prend un échange très honnête entre 2 personnes qui ont des perspectives très différentes. Tout d'abord, définissons le terme antimilitariste, parce que je pense que pour la vaste majorité des gens, on n'aime pas la guerre, du moins en principe. Mais se dire antimilitariste, c'est comme aller plus loin. C'est comme dire non seulement j'aime pas la guerre, mais je suis complètement contre, peu importe le contexte. Ça va au-delà de l'instinct. Il faut avoir été un peu plus loin dans sa réflexion pour adopter une position ferme là-dessus. Donc, comment êtes-vous arrivé à cette conclusion? Mais moi, j'étais une antimilitariste primaire, là. Je pense que le terme exact, ça serait une antimilitariste nounoune. OK. Parce que en fait, je connaissais à peine les guerres. Tu sais, je suivais d'un œil distrait à la télévision, comme beaucoup de gens, là, d'ailleurs. Et ce qui se passait, moi, je viens de Joliette. Il n'y a pas de base militaire. Il n'y a pas de culture militaire à Joliette. Donc, j'avais jamais pris le temps d'échanger avec un militaire. Et quand j'ai reçu cette lettre-là du soldat, j'ai fait, OK, ben moi, je suis antimilitariste. D'ailleurs, puis j'étais très honnête, on comprend même pas ce que vous faites en Afghanistan, mais bon courage. Et c'est lui, le caporal Keg, qui a pris le temps de me répondre en disant, ben si vous comprenez pas c'est quoi, je vais vous l'expliquer. Et à partir de là, je suis retournée voir, je suis allée chercher, en recevant sa réponse, je suis allée chercher sur ce qu'était que l'antimilitarisme. Et là, j'ai compris que l'antimilitarisme, ça va assez loin. C'est contre tout ordre policier, contre les prisons, contre toute intervention. Et là, je me suis dit, oh, attends, est-ce que je suis pour ou contre ça? Et là, j'étais plus certaine d'emblée de ma définition, ni de ma posture. Donc, il est venu jouer directement là-dedans. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que lui, tout de suite, dans sa réponse, quand il a vu que je signais Roxane pour les charbonniers de l'enfer, il me répond, « Vous, madame, qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Donc, il me dit, « Voici ce que je fais en Afghanistan, voici pourquoi je suis entrée dans l'armée, puis vous, pourquoi... » Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et là, moi, je lui réponds, mais moi, je suis enseignante en littérature. Je pense que c'est en développant un œil critique et l'intelligence de nos jeunes qu'on peut bâtir un monde avec plus de paix, un monde plus humaniste.
Puis là, il me répond, oui, je suis d'accord avec vous, madame. Justement, je fais de la surveillance cette semaine d'une école parce que la semaine passée, les talibans ont décapité le professeur qui était dans cette école-là. Et donc, moi, je trouve ça tellement important, votre mission de prof, que je veux protéger les enfants et l'éducation ici en Afghanistan. Ce qui fait que ça remettait beaucoup de choses en question. Ma définition de l'antimilitarisme, ma définition aussi de c'est quoi un soldat, c'est quoi leur mission là-bas. Et en plus, je m'apercevais de ma méconnaissance du conflit afghan. Alors là, il m'a ébranlé, puis après ça, j'ai demandé, j'ai dit OK, puis là, je voyais qu'il répondait à tous mes courriels. Et là, j'ai fait OK, c'est correct. Moi, j'arrive en vacances, je vais avoir du temps. Si tu veux, je suis prête à un échange avec toi, mais on va parler des vraies affaires. Oui. Et de là est née une amitié, là. D'ailleurs, demain, pour le jour du souvenir, on s'en va faire une conférence ensemble, alors que la correspondance, puis la première lettre date de 2004. Oui. On est en 2021. Et on est restés amis tout ce temps-là, tout en partageant pas les mêmes positions, surtout, mais aller à la rencontre de l'autre, c'est ça aussi, c'est aller à la rencontre de celui qui pense pas pareil comme toi. Oui. Puis peut-être qu'il n'y aura pas toujours un terrain d'entente, mais il y aura toujours un terrain pour la discussion. Oui, absolument. D'ailleurs, la beauté de ce livre, selon moi, c'est qu'on peut voir qu'est-ce qui se passe lorsque deux personnes acceptent d'échanger l'une avec l'autre avec du respect et une certaine ouverture d'esprit. Vous avez non seulement développé une amitié, mais vous avez publié un livre ensemble, un livre aussi qui a été finaliste au Grand Prix des Jardins de la Naudière pour l'œuvre de l'année. Donc, c'est beau de voir ce qui s'est passé juste grâce à une ouverture d'esprit de votre part et de la sienne. Merci. Je pense que c'est pas tant mon ouverture d'esprit que sa patience qui l'a inventé dans cette correspondance. Parlons-en de sa patience parce que dès le début, j'ai eu l'impression d'assister à une conversation privée entre deux personnes et ce que c'était à la base. Et lorsqu'on témoigne d'une conversation entre deux personnes, on témoigne aussi de leur processus de réflexion et de leur ton. Et j'ai remarqué le changement dans votre ton assez tôt. Vous sembliez ferme et sceptique par rapport à ces propos au début, mais éventuellement, j'ai remarqué que vous avez cédé peut-être à contre-cœur d'écouter ce qu'il avait à vous dire. Vous lui avez dit « OK, j'accepte de correspondre avec vous, militaire. » Donc, c'est comme si vous acceptiez d'ouvrir votre esprit à lui. Il y a ça. Je me souviens aussi qu'il m'avait raconté à un moment qu'il y avait... je me souviens plus s'il avait essuyé une attaque à la grenade ou un truc comme ça. Et ça lui rappelait la mort d'un de ses camarades qui avait eu lieu avant le début de notre correspondance. Et là, ça m'avait ébranlé. Je m'étais dit, moi, je suis là à dire, je suis une humaniste, j'enseigne aux étudiants à échanger pour un monde meilleur. Et depuis le début de notre correspondance, je suis dure et désagréable et ironique avec lui. Fait qu'il faut le faire comme contradiction ici, là. Alors, et là, je me suis dit, cet homme-là, pourquoi il m'écrit? Il m'écrit parce qu'il est dans un pays de souffrance en ce moment. Ça va pas super bien là-bas. Et là, je me suis dit, peut-être que j'ai quelque chose à faire, là. Mm-hmm. Peut-être que j'ai du réconfort à emmener. Peut-être que au-delà du militaire, il y a aussi quelqu'un à qui je peux apprendre à parler. Alors, oui, il a été patient. Vous me parlez d'ouverture d'esprit. Moi, je pense que je suis pas sûre que c'est tant d'ouverture d'esprit qu'à un moment donné me confronter. Une prise de conscience. Oui, c'est ça. Et m'apercevoir que j'étais peut-être pas très aimable. Et là, puis non seulement ça, mais en plus, le militaire que je jugeais était plus aimable que moi dans nos échanges. Alors, c'est tout ça, en fait, qui m'a amené à réfléchir à cet échange-là. Et à partir de là, en fait, on est vraiment passé, je pense, à une discussion. C'est à partir de là qu'a pu naître cette amitié-là qui est toujours présente. Oui. Mais c'est beau de voir ce que l'humilité vous a permis de continuer. Je dirais la gifle. La gifle? Plus que l'humilité. Bien, l'humilité causée par la gifle, peut-être. Mais c'est quand même intéressant parce que pour une ancienne antimilitariste, vous avez publié 2 livres sur la guerre. Donc, suite à En terrain miné en 2013, en 2018,
Vous avez publié 5 balles dans la tête, d'autres récits de guerre. C'est quand même ironique. Mais en fait, l'un est arrivé à découler de l'autre, c'est-à-dire que la correspondance, on l'a publiée, en fait, c'est un peu par hasard. J'étais à Québec au Salon du Livre. À un moment, je prends une pause du Salon du Livre, je vais voir mon correspondant, Patrick Kegg, le caporal, qui est à la Citadelle, il travaille à la Citadelle. Et là, je fais comme une petite marche, je m'en vais le saluer. C'était peut-être la 3e fois de ma vie que je le voyais, même si on s'était écrit pendant 9 ou 10 ans de temps à ce moment-là. Et je reviens au Salon du Livre et je parle à mon éditeur, puis je dis « c'est donc bien le fun, je viens de rencontrer mon correspondant militaire. » Et c'est là que mon éditeur a fait « Ben, c'est quoi, c'est un correspondant militaire? » Puis là, je me suis mis à lui parler de cette correspondance-là. Et là, c'est lui qui m'a dit « Ben, si tu es capable de retrouver les lettres puis d'arranger ça un peu comme un récit, que la correspondance se tienne, je serais intéressée à la publier. » Alors, on a fait ça. Donc, il faut dire que c'est une correspondance qui est un peu reconstruite parce qu'on avait perdu des lettres, mais on savait ce dont on avait parlé. Et au lancement de cette correspondance-là, puis c'est une correspondance dans laquelle, je pense, ma posture d'antimilitariste évolue d'antimilitariste à pacifiste. Pour moi, le terme m'apparaît plus juste. Mm-hmm. Et quand on a fait le lancement de ce livre-là, c'était à Québec. Mon correspondant venait d'aller monter le Kilimandjaro pour une bonne cause avec le propriétaire gérant, je sais pas quoi, des Hilton. Et là, on se fait prêter une magnifique salle au Hilton. Et il vient à ce lancement-là une centaine de militaires qui avaient lu des articles qui étaient parus dans les journaux dans lesquels je me disais antimilitariste. Alors, j'arrive à mon lancement en étant pas très grosse dans mes souliers. Et là, je commence à jaser avec les gars qui sont là. On devine rapidement à leur carrure, leur coupe de cheveux, leur tenue qu'ils sont militaires, n'est-ce pas? Et à leur tatouage, bien souvent, qu'ils sont militaires. Et là, je commence à leur poser des questions. OK, t'es militaire, t'es dans quel corps de métier? T'as fait quel front? Et là, je m'aperçois tout au long de mon lancement qu'il y a des pilotes d'hélicoptères de combat, des artilleurs, des fantassins, des démineurs. C'est tous des métiers. Et la plupart, je ne savais même pas qu'il y avait des militaires de ces métiers-là au Québec. Et ce sont des fantassins qui, à la fin du lancement, m'ont invité à aller prendre une bière chez eux, puis ont dit « Si tu as envie d'en entendre des histoires de guerre, viens t'asseoir chez nous, viens t'asseoir à notre table, puis on va t'en raconter. » Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur de 5 balles dans la tête. Donc, vous y êtes allé à la base par intérêt de les écouter, de les entendre. Oui. C'était pas pour faire de la recherche pour un prochain livre. Ah non, pas du tout, pas du tout. Même j'y suis allée parce que il y avait la base militaire de Bagotville qui m'avait invité à faire une conférence des services sociaux de la base, m'invitait à faire une conférence dans laquelle je dirais aux militaires, c'est important que vous échangiez avec les civils et vice-versa. Et là, à la fin de la conférence, des militaires sont venus me voir en disant, c'est bien beau ce que tu dis, mais ça intéresse pas les civils, nos histoires. Puis là, ça m'avait un peu choquée. Après ça, Ça m'étonne pourquoi ils ont dit ça. Parce que c'est des histoires de drame, parce que la plupart des gens... Après, il y a un militaire, une fois, qui m'a dit « Moi, j'ai tué du monde. T'as-tu encore envie de parler avec moi? Parce que les civils, vous voulez des militaires qui sont allés, comme casque bleu, regarder des conflits, amener la paix sans jamais toucher à leurs armes. Vous ne voulez pas des vrais militaires qui interviennent dans des situations de guerre, des situations de crise. Fait que là, il me dit, toi, ça te tente de parler avec moi? J'ai tué du monde. Si ça te tente, on continue. Sinon, on arrête ça là. C'est très confrontant parce qu'effectivement, je dis, ben oui, mais là, moi, je suis pas les peacekeepers, les casques bleus, mais c'est pas ça, l'armée, c'est pas ça, la guerre. Alors, quand les gars de Bagotville m'ont dit ça, c'est un peu comme ça que je le voyais. Ils disaient, ça intéresse pas. Il faut savoir aussi que ce sont les pires souvenirs de ces gens-là. Arrive, tu dis à quelqu'un, « Hey, raconte-moi donc les pires souvenirs de ta vie. Ceux dans lesquels tu as perdu un ami, tu as dû tuer quelqu'un. » Je dis, effectivement, l'échange n'est peut-être pas spontané, peut-être pas facile. Fait que les gars m'avaient dit ça intéresse personne. Puis quand ils m'ont dit ça, je m'en souviens encore, ça fait des années, là, je me suis dit, je vais aller voir les fantassins. Parce que les autres, ils m'ont dit, viens, on a des histoires à te raconter, mais je vais y aller, moi, les écouter. Ce qui fait que c'était comme un peu une suite de ce dans quoi je m'étais engagée dans la correspondance que j'avais dit à la base militaire de Bagotville, le lancement. Et là, je me suis ramassée un soir dans un chalet dans le coin de Québec avec 5 fantassins, puis quelques bouteilles de bière, et on s'est mis à jaser de la guerre. Pourquoi pensez-vous qu'ils vous ont fait confiance pour s'ouvrir sur des sujets difficiles? Je pense qu'à cause de l'échange avec Patrick, à cause de la correspondance.
aussi parce que Patrick était là, faisait partie des 5 gars. Il n'y avait pas d'idée de manuscrit. Quand je suis arrivée là, c'était drôle parce que je suis arrivée pourtant avec un carnet, tout ça, mais il n'y avait pas d'idée de manuscrit. Puis à un moment, j'ai sorti mon téléphone cellulaire, puis j'ai dit « Voulez-vous que je vous enregistre? » Puis on dit « Ben oui, mais elle est là, ton tape. » Puis là, j'ai mis mon téléphone sur dictaphone, je les ai enregistrés. Et le lendemain, j'ai réécouté ça. Je leur ai écrit, je dis « Hey, je pourrais-tu écrire quelques-unes de vos anecdotes? Je trouve ça intéressant. » Puis ils ont dit « Ah, ben toi, tu as le droit d'écrire ce que tu veux, mais nous, on n'a pas le droit de parler à un journaliste parce que ça va avec notre chaîne de commandement. Tu sais, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. » Alors, c'était un peu drôle parce que ils sont venus me parler en sachant qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, tout en sachant que... Mais je pense que c'était un élan spontané du cœur, à la fois moi d'y aller, puis eux de me parler. Puis après, même moi, là, ils ont dit, si tu veux raconter nos histoires, demande pour nous l'autorisation, tu sais, savoir est-ce que nous, on aurait l'autorisation de te parler. Et là, j'ai commencé à définir mon sujet. Je me suis dit, OK, j'aimerais ça qu'ils me racontent ce qu'ils ont vécu en Afghanistan à l'été 2009, qui était la première rotation offensive de notre armée depuis la guerre de Corée, c'était des moments tragiques. Alors, j'ai écrit au service public de l'armée et l'état-major de Valcartier a demandé à me rencontrer. Alors, je suis allée rencontrer les gens de l'état-major, je leur ai présenté mon projet. C'est tout un processus. Mais là, c'est devenu même trop gros pour moi. C'était drôle parce que je me disais, je veux juste prendre une bière avec des gars. Puis là, l'état-major, eux autres, ils m'ont dit, c'est correct, mais si tu as envie de parler des fantassins, ça serait le fun que tu rencontres aussi des mineurs, des artillards, que tu rencontres des pilotes d'hélicoptères, que tu rencontres d'autres mondes. Puis si tu as envie de raconter leurs histoires, mais tu vas aller en exercice aussi avec eux autres pour voir ce qu'ils ont vécu. Fait que je me suis ramassée. C'est comme, tu sais, c'est comme une chaîne qui d'une place à l'autre. OK, ben, je vais continuer. OK, je vais continuer. Et je suis rentrée dans un projet qui m'a emmenée à écrire une 50aine de récits de militaires qui étaient presque tous plus jeunes que moi, qui étaient allés en Afghanistan à l'été 2009 sur la rotation de l'enfer. Et ça a fini par faire un livre qui s'intitule « 5 balles dans la tête ». Oui. Est-ce que vous prévoyez écrire un 3e livre sur la guerre? Bien là, moi, je pensais même pas en écrire 2. Je pensais même pas en écrire un. Je veux dire, j'écrivais des lettres, puis l'armée nous entraîne malgré nous sur ce front. Là, en ce moment, en fait, il y a un metteur en scène qui m'a appelé après avoir lu 5 balles dans la tête, qui m'a dit, es-tu capable de faire un texte pour la scène avec ça? Alors, j'ai bidouillé une première version d'une pièce de théâtre. Des acteurs l'ont lu devant moi. Je l'ai retravaillé à 2 reprises et en ce moment, on travaille à une première mise en lecture de 5 balles dans la tête pour le théâtre. Et on ne sait pas si ça va prendre l'affiche. On verra ce qui va se passer avec ça. Donc, je dirais, j'ai pas de projet avec des militaires, ni avec l'armée, rien, mais j'en ai jamais eu, en fait. Ils sont arrivés. Donc, j'ai pas l'intention. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont écrit. Il y a un monsieur qui m'a écrit, il a dit « J'ai fait la guerre de Corée, j'aimerais ça que vous écriviez mon histoire. » Ben non, monsieur, je suis pas biographe de l'armée. Ce sont des projets qui m'ont interpellée. Puis, qui m'ont interpellée peut-être parce que je suis devenue pacifiste. Puis que je m'aperçois que pour être un bon pacifiste, il faut être vraiment informé. Puis c'est à ce moment-là que plus on en connaît sur la guerre, plus on a envie de la tenir. On a envie d'être... comment je pourrais dire ça, à l'écoute des premiers signes de guerre et de pouvoir dire non, attention, utilisez pas le mot guerre, bombe, elle m'a gonné. N'utilise pas ces mots-là, parce que ces mots-là, là, qui ont l'air très simples et innocents, vraiment... Ils sont provocants. Ils sont très provocants. Sur une note plus légère, avant d'aborder votre série policière, vous avez aussi publié en 2012 « Crématorium Circus », qu'on a juste ici. Parlez-nous-en un peu de ce livre-là. Mais ça aussi, c'est un projet de... C'est drôle, hein, parce que ça se faisait en même temps que je travaillais sur Un terrain miné. C'est mon éditeur, Martin Balthazar, chez VLB, à ce moment-là, décide de faire un projet, qui est un projet un peu fou quand même. Il voulait regrouper 5 auteurs et que chacun des auteurs fasse un roman. Donc, c'est 5 romans différents, mais les 5 se passent dans le même building et nos personnages se croisent à différents endroits du building. Alors, au 5e, il y avait Stéphane Dompierre. Moi, j'occupais le 4e. Au 3e, il y avait Geneviève Janel. Au 2e,
Véronique Marcotte et au premier Patrick Sénécal. Chacun a fait un roman différent dans ce building-là qui s'appelle l'Orphéon. Moi, c'est Crématorium Circus, donc j'ouvrais mon personnage tient un crématorium, mais donc c'est un salon funéraire, mais c'est un salon funéraire de luxe pour des gens qui veulent pas voir de cadavres. Donc il y a des cendres dans une urne, mais ça se passe dans un party avec un DJ. Il y a un coin spa avec des consolatrices de luxe qui sont à toute fin pratique des femmes, dirait-on, de petite vertu qui avaient, parce que Véronique Marcotte, elle, dans son roman, tenait un bordel. Donc, j'empruntais les employés de Véronique Marcotte pour mon crématorium. Alors, c'est un roman humoristique et peut-être un peu ironique sur l'univers des salons funéraires. C'est des cérémonies funéraires vraiment à la mode, là. Il y en a particulières, là. Je voyais, entre autres, en faisant ma recherche, je voyais, par exemple, des cérémonies funéraires où les gens s'habillent toutes thématiques. Par exemple, à la Star Trek. Ah oui? Oui, c'est ça. Si le défunt était un fan un groupie de... Okay, alors, tu sais, il y a vraiment des funérailles thématiques. Et là, je me disais, ma grande foi du bon Dieu, où est-ce qu'on en est rendu avec notre spiritualité? Vraiment, le spectacle est en train de prendre toute la place. Fait que, le crématorium circus, c'est un peu ça. C'est le cirque qu'on fait dans un crématorium. OK. Passons maintenant à ce qui est peut-être votre l'ouvrage pour lequel vous êtes le plus connu. Oui. Nous étions le sel de la mer. Publié en 2014, c'est votre premier roman policier. Oui. Comment est-ce que vous vous êtes lancé dans ce domaine du livre? Ben, c'est même pas un roman policier. Je pensais même pas que c'était... Je suis vraiment innocente, moi, en littérature. Hein. Je voulais pas écrire un roman, j'en ai écrit. Je voulais pas publier sur l'armée, je l'ai fait. C'est bizarre parce que on dirait que j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu des journaux intimes. Et à un moment, je vous disais tantôt que j'avais été avec Michel Bordelot, qui est un musicien, et à un moment, on s'est laissé. Et quand on s'est laissé, ben, c'est là que j'ai commencé à publier. Sauf que là, je me disais, bon, ben là, l'été prochain, j'embarque pas dans l'autobus de tournée de la Bottine ou des Charbonniers. Qu'est-ce que je vais faire de mon été? Alors, la question de la nouvelle célibataire qui se cherche des vacances et qui veut pas juste racoler sur ses amis. Alors, je m'étais dit, je m'étais mis ce défi-là dans ma vie un jour d'apprendre la voile. Alors, j'ai acheté un cours de voile. Ça se fait, tu peux acheter ça. Fait que j'ai à l'école les Blanchons, et les Blanchons avaient un bateau amarré à Rimouski. Et là, je me suis dit, OK, je finis le cégep. Tout de suite après, je m'en vais. J'embarque sur un bateau. 2e semaine de juin, ça va commencer mon été. J'embarque sur le bateau. C'était un embarquement, je pense, d'une dizaine de jours. Il a plu. Il a fait froid. Il y a eu un nordais épouvantable toute la semaine, tellement qu'à l'école, moi, en préparation du cours, j'avais demandé bien innocemment à l'école, s'il fait mauvais toute la semaine, est-ce qu'on va faire quand même des sorties en mer? Et on m'avait dit, ça arrive jamais qu'il fait mauvais toute une semaine de temps. Eh bien, c'est arrivé cette fois-là. On a fait quand même des sorties en mer, mais tu sais, c'est pénible, là. Sauf que j'ai quand même adoré la voile. Et il y avait un couple à bord qui me disait, ben si ça te tente, nous autres, dans le temps des fêtes, on va aller dans les Antilles suivre le 2e cours de voile. Là, tu te dis, je suis embarquée dans un processus, je vais y aller dans les Antilles. Alors, j'ai suivi d'autres cours comme ça et j'ai commencé à suivre des cours de navigation sur carte, des cours de météo, des cours de mécanique diesel pour moteurs de bateau, des cours de soins en mer, de VHF, tout ça. Et je me suis fait comme un CV marin pour être équipage à bord de voilier. Et à partir de là, j'ai commencé à naviguer. J'ai navigué beaucoup le fleuve, toute la Gaspésie. Je suis allée aux îles de la Madeleine. J'ai navigué, j'ai fait de la régate en équipage dans l'ouest de Montréal. Je suis allée naviguer dans les Antilles aussi. Et en Gaspésie, souvent les quais sont tout petits. Alors, quand tu amarres ton voilier, tu es à côté des bateaux de pêche, mais des fois, tu es carrément amarré sur le bateau de pêche. Parce qu'il n'y a plus de place au quai, donc tu dois t'amarrer à l'épaule de l'autre. Donc, tu t'amarres sur le bateau de pêche. Et là, j'ai commencé à rencontrer des pêcheurs. Et j'ai rencontré... Je peux-tu te raconter une anecdote? Bien oui, bien sûr. Bon, une fois, j'étais dans un cours école. En tout cas, le skipper, c'était pas super le fun. Et c'était pas une semaine très agréable pour moi. Mais là, on arrive à Mont-Louis.
on amarre le bateau, c'est moi qui est aux amarres, j'amarre le bateau sur un bateau de pêche et tout le pont est propre, il pleut un peu, tout ça. Puis là, je m'étais dit, moi, je vais garder ma bonne humeur quand même. Alors, je débarque sur le bateau de pêche et je commence à danser sur le pont du bateau de pêche en chantant « I'm singing in the rain ». Et là, je m'amuse. Et là, tout à coup, mon skipper sort du bateau, me lance l'extension électrique. Puis là, il me dit « Va brancher ça, OK ». Fait que là, je traverse le bateau de pêche, je branche l'extension sur une petite boîte de cabane et je rencontre un pêcheur qui est là. Et le type, je commence à lui demander la météo, à échanger avec lui, bon. Et là, tout à coup, mon skipper ressort du voilier puis me crie « Le breaker a sauté, trouve l'électricité ». Puis il rentre dans le bateau. Puis là, le pêcheur, il ne faut pas que je touche à mon micro, hein. Je m'excuse tout le monde, la régie, la technique. Alors, donc, là, c'est ça. Fait que je me retourne vers le pêcheur. Puis là, le pêcheur, c'est ça, il me dit, c'est qui ce gars-là? Puis là, j'ai dit, ouais, c'est un peu mon skipper, là, puis c'est pas une super semaine, là, mais c'est pas grave. Et là, le pêcheur, il fait, ton extension, là, branche-la sur le bateau de pêche qui est là. Puis je fais, ben non, je peux pas faire ça. Tu sais, les bateaux de pêche ont des génératrices pour garder la glace fraîche. Et là, je dis, ben non, là, je peux pas faire ça. Là, je sais même pas c'est à qui le bateau. Il dit, c'est à moi le bateau. Puis quand il y a une femme qui danse sur mon bateau, elle peut tout faire à bord. Ça, c'était Oné le poirier. Et là, Oné, je commence à lui poser des questions. Puis il me dit, là, j'ai dit, c'est quoi l'affaire la plus bizarre que tu as pêchée? Il dit, un dentier. Il dit, à un moment donné, j'avais ramassé un dentier dans une morue. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait avec le dentier? Puis il fait... C'était blague après blague. C'était hilarant. Et là, je me suis aperçue, grâce à O'Neill, grâce à Cyril, grâce à d'autres pêcheurs que je rencontrais de quai en quai, qui m'ont aussi emmené à la pêche, qu'il y avait tout un potentiel d'histoire là. Et tantôt, je parlais de mon amour pour le folklore. Oui. Dans le folklore, il y a une langue, un rythme, les histoires des gens. Il y a tout ça dans la pêche. Il y a tout ça dans le milieu marin en Gaspésie. Il y a une langue, il y a une poésie du vocabulaire marin. Il y a des histoires, il y a tout un peuple chez nous qui habite la mer. C'est extraordinaire. Je fais, comme romancier, là, je me disais, ben voyons, tu sais, qu'est-ce que je peux pas bâtir ici? Puis j'aimais les histoires plus grandes que nature des pêcheurs. Alors je me suis dit, s'il y avait un enquêteur de police qui arrivait dans toutes ces histoires de pêcheurs plus grandes que nature, comment il ferait pour arriver à bout de son enquête? Et c'est là qu'est parti le moteur de Nous étions le sel de la mer. Oui. Le livre a été décrit comme une ode à la mer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette description? Bien, ça, c'est pas mal au lecteur d'en juger. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'était bien généreux. Mais il y a moi, je faisais beaucoup de voile au moment d'écrire ce livre-là. Et je me souviens prendre toutes sortes de notes sur ce que j'entendais, sur ce que je voyais, sur le sentiment quand tu es en voile et que tous les moteurs sont éteints, que tu es loin de la côte, puis que tu montes sur une vague, le sentiment à la fois de fragilité et de grandeur, d'immensité qu'il y a autour de toi, ça coupe le souffle. Et de prendre des notes sur tout ça, et c'est ce que je voulais faire, en fait. Je voulais parler de la mer dans Nous étions celle de la mer. Je pensais même pas que c'était un roman policier. C'est un roman policier parce qu'il y a une femme qui meurt, et là, tous les pêcheurs se rappellent des histoires liées à cette femme-là. Et donc, comme la femme est morte, après un enquêteur de police, c'est comme si l'enquête était l'élément secondaire du livre et que l'élément primaire, c'était la mer. Oui, mais mon directeur littéraire à l'époque, il m'avait dit, c'est l'histoire d'un village qu'une morte vient déranger et vient réveiller. Fait que pour moi, c'était ça, Nous étions le sel de la mer. C'est un livre qui a été énormément apprécié. Il a été finaliste au prix France-Québec en 2015, finaliste au prix Ténébris aussi en 2015, finaliste au prix Henri Kefelec. Oui. Du roman marin en Bretagne, sélection préliminaire au prix des librairies, finaliste pour le First Book Award International Book Fest Edinburgh en Écosse, et même votre traducteur est arrivé en deuxième place pour le Scott Moncrief Award. C'est beaucoup d'éloges. Ben oui, je dirais que c'est drôle, mais c'est la même chose que tantôt. Je me sens, je regarde ça, je trouve ça extraordinaire. Puis en même temps, tout ce que ça fait, c'est que ça donne envie de continuer d'écrire, mais ça remonte la marche du défi, hein? Oui, certainement. Mais la suite, La mariée de corail, a été
a été reçu avec tout autant de positifs. Un autre gagnant du meilleur prix ouvrage policier en langue française pour les Crime Writers of Canada, gagnant du prix littérature des Grands Prix des Jardins de la Naudière, finaliste au prix de Saint-Pacôme, finaliste aussi au prix Crime Fiction in Translation des Dagger Awards à Londres. Ouais. Et puis, je pense que j'ai lu quelque part que vous n'aviez pas l'intention de publier un deuxième tome pour faire suite au premier roman. Donc, comment est-ce que La Mariée de Corail est venue à être un deuxième livre? Mais, en effet, moi, je pensais pas. C'est ça, pour moi, c'était pas nécessairement un polar. C'était un roman, on disait, sur la mer. Sauf qu'il y a une maison d'édition à Londres, donc Oranda Books, qui a acheté les droits, le traduit. Et je suis allée au lancement. Quand je suis allée au lancement à Londres, moi, je parle pas très bien l'anglais. Et là, mon éditrice parlait, mon conjoint était là. Et là, mon conjoint Pierre-Luc, je lui dis, qu'est-ce qu'elle dit? Il dit, c'est correct, ça va aller. Il dit, tu vas voir, tu vas écrire beaucoup, puis ça va être le fun. Et là, ce qu'elle était en train de dire, c'est, moi, j'achète pas un livre, j'achète une série Morales. Ah. Elle a dit, nous, ce qui nous séduit, c'est le polar, mais c'est aussi tout l'environnement marin. C'est toute la poésie. Elle a dit, pour nous, la Gaspésie, c'est aussi exotique que l'Islande ou la Finlande ou la Norvège. C'est une terre nordique avec des villages de pêcheurs, avec toutes sortes de possibilités d'action. Elle a dit, moi, c'est ça qui me séduit. Elle a dit, j'aimerais ça, si ça te tente, de reprendre l'enquêteur Morales et de le poursuivre ses aventures. Et moi, je haïssais pas ça parce que l'enquêteur Morales, en y réfléchissant après coup, je me disais, c'est un personnage qui est encore ouvert. C'est-à-dire que ses histoires d'amour sont pas finies. Il y a deux garçons, mais on les voit pas dans le premier livre. Je me dis, tiens, il y a autre chose qui pourrait arriver. Alors, je suis retournée à moi-même faire mes enquêtes en Gaspésie. J'avais une fascination pour les gros bateaux. Vous savez, les immenses crevettiers qu'on voit là, juste à côté des usines de poissons, à Rivière-au-Renard, près de Gaspé. Et là, j'avais envie d'entendre les histoires de ces hommes-là. Alors, j'ai fait aller mes contacts marins. Je suis allée rencontrer des hommes à Gaspé, des pêcheurs à Gaspé, à Rivière-au-Renard. Je suis retournée voir mon ami O'Neill, ça c'est sûr. Et là, j'ai commencé à me renseigner sur la pêche dans le coin de Gaspé, le parc Forillon, tout ce coin-là. Alors, dans la deuxième enquête, il y a une femme pêcheuse qui disparaît au début du livre. Et là, cette fois-là, c'est un vrai roman policier, c'est-à-dire c'est un vrai roman d'enquête. Il est monté comme une enquête policière où Morales s'interroge sur les tournants de toutes les pêches. Puis son fils débarque à ce moment-là, puis il est tiraillé dans sa paternité, dirait-on. Alors, si le premier parlait de nostalgie et des mensonges et des grosses histoires qu'on se raconte, le deuxième parle plus de filiation et vraiment plus polar. Et puis, en avril 2021, vous avez publié le troisième tome, Le murmure des Akapix. Oui. Je l'ai bien prononcé, Akapix? Presque. Akapik, on n'a pas besoin de prononcer le S. OK. C'est un mot d'origine norvégienne. L'Akapik, c'est la masse avec une tête de marteau d'un côté et un crochet de l'autre qui sert à abattre les loups marins. Pour moi, alors que le loup marin peut être... Il y a deux façons de l'abattre, avec une carabine ou un akapik, mais de toute façon, même abattu à la carabine, il faut défoncer l'occiput avec l'akapik. Et alors que la carabine fait une détonation, je trouvais que l'akapik tue comme dans un murmure. Alors, c'est les morts comme en chuchotement, en murmure, en douce, en silence qui apparaissent dans ce livre-là. Plusieurs ont décrit ce dernier tome comme étant plus entraînant au niveau de l'enquête policière et un peu plus noir que ses prédécesseurs. Est-ce que c'était votre intention? Oui, j'avais envie, dans ce livre-là qui se passe à la chasse aux phoques, donc en plein hiver, moi j'avais envie de parler d'un huis clos comme on a vécu par exemple pendant la pandémie. Donc, j'ai une agente des pêches qui apparaît dans La Mariée de Corail, qui s'en va aux îles de la Madeleine, donc qui est déjà isolée. Elle embarque sur un bateau, une escouade de chasse aux phoques en plein hiver. Donc, sur un bateau est encore plus isolé. Et ils vont se ramasser pris dans les glaces. Donc, le huis clos en veux-tu, en v'là, c'est un peu pire quand même que notre huis clos de pandémie. Et les choses vont virer assez sanglantes. Et je voulais, contrairement à La Mariée de Corail, là, tu sais, on a un meurtre,
Et après ça, il y a une enquête. Dans Le Murmure des Akapiks, c'est un thriller. Donc, plus ça va, plus c'est sombre, plus c'est inquiétant, plus c'est noir. Et là, mon enquêteur Morales, qui est dans un autre bateau, cherche éventuellement à entrer en contact avec ce bateau-là. Et ça se fera pas facilement, c'est compliqué. Alors là, il y a comme d'autres embûches. Et c'est beaucoup plus noir parce que ça se passe dans un huis clos. C'est intense. C'est drôle. La semaine passée, il y a quelqu'un sur mon blog qui a écrit un commentaire qui a dit « Je l'ai trouvé violent, noir, j'ai vraiment pas aimé ça, mais j'ai hâte au prochain. » Donc, il y en a un prochain, vous confirmez? Ben oui, j'ai déjà mon idée pour le prochain. Maintenant, il faut que je prenne le temps de m'asseoir et de l'écrire. Est-ce qu'on peut avoir un scoop? Ben, j'aimerais ça qu'il se passe à Percé pendant les vacances de la construction. Ah, OK. Dans le mouvement hyper touristique des dernières années, je trouve qu'il y a matière à faire une enquête assez embêtante pour mon personnage de Morales. On va rester à l'affût pour ça. Puis, ça vous fait quoi de savoir que la série Morales a été vendue au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Italie? Hey, aujourd'hui, j'ai parlé avec mon traducteur italien. C'est extraordinaire. Alberto, on a ouvert la caméra, on s'est mis à jaser. Et là, il me pose des questions sur des expressions québécoises. Oui. Je trouve ça extraordinaire. J'ai un grand plaisir à tout ça. Mais là, j'avais parlé comme ça avec mon traducteur anglais, qui est David Warrener, avec Frank Vegan, j'ai de la misère à dire son nom, qui est en Allemagne, et avec mon traducteur italien. Et après tous ces mois-là de confinement chez nous, c'est comme ouvrir un œil avec quelqu'un qui est dans un autre pays, qui a d'autres référents culturels et qui se demandent tous comment traduire le patois de Vital, qui est Saint-Cyboire de Calice. C'est extraordinaire. Est-ce que vous êtes fière d'avoir contribué à promouvoir le Québec auprès de ces pays à travers ses livres? Ça, c'est fantastique. Vraiment, puis c'est drôle parce que le traducteur italien me disait, lui, il habite en Toscane, n'est-ce pas? Et il dit, ça me donne envie d'aller voir la Gaspésie. Je trouve ça formidable. Mais au-delà des gens à l'étranger, ici au Québec, il y a des gens, l'été dernier, entre autres, et à l'automne, il y a des gens qui ont lu La mariée de corail et qui sont partis en Gaspésie et qui ont fait les tracés. Ils m'envoient des photos, par exemple, à la page 32, tu parles de tel endroit, regarde, je suis là avec le bateau qui pourrait ressembler à ça, et qui m'envoient leurs photos de la Gaspésie en train de faire comme le road trip, là, je le dis en anglais, je sais pas, le voyage donc routier de la Gaspésie, et qui me disent qu'ils sont allés jaser avec des pêcheurs, qu'ils sont allés voir des quais de pêche. Alors ça, pour moi, c'est encore plus intéressant que l'étranger parce que ça me dit qu'on se réapproprie puis qu'on tombe en amour avec notre Québec marin, avec notre Gaspésie. J'ai une dernière question pour vous, Roxane. Je ne sais même pas si on peut demander ça à une écrivaine. J'ai l'impression que c'est comme demander à une mère si elle a un enfant préféré, mais est-ce qu'il y a un livre dont vous êtes particulièrement fière? Aïe, je pense qu'on ne peut pas me demander ça. Non. Mais en fait, c'est des fiertés différentes. Je suis très fière de la série Morales parce que j'ai beaucoup de plaisir et qu'elle plaît aux gens. Je suis allée au Salon du livre de Rimouski, à celui de Bonaventure. Plein de Gaspésiens viennent m'en parler. Ça me fait une fierté immense de savoir qu'ils aiment la façon dont je parle de la Gaspésie. En même temps, mes livres sur les militaires m'ont beaucoup touchée, m'ont appris beaucoup. Et m'ont rapproché aussi de tous les gens. Là, c'est bientôt le jour du souvenir, là, à la date où on se parle aujourd'hui. Et ils me touchent beaucoup, ces livres-là. Sur l'île déserte, j'emporterai pas mes livres de toute façon. Oh non! Vous amèneriez qui avec vous, par curiosité? Qui j'amènerais? Quel livre j'amènerais? Aïe. Peut-être les livres de l'auteur François Blais, que j'aime beaucoup, qui est un auteur de la Mauricie. Et tous ces livres me plaisent. Roxane, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Nadine, puis merci à la Bibliothèque de la Chute qui m'invite. Et justement, les romans de Roxane Bouchard sont disponibles ici à la Bibliothèque Jean-Marc Belzile à La Chute. On vous invite à venir nous visiter afin d'en emprunter quelques-uns. Et ces livres sont disponibles également à travers toutes les librairies au Québec et en ligne. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.